Bon, on a tous déjà vécu ce grand moment de solitude au travail, pas vrai? Ce moment où la communication déraille complètement. On va plonger là-dedans avec un exemple que franchement on connaît tous par cœur. Observons ce qu'un client demande au tout début d'un projet. Un arbre, une branche et une petite balançoire avec 3 cordes. Super simple, non? Mais là, la grosse machine de l'entreprise se met en route. Le message passe d'un bureau à l'autre, de service en service, et bien sûr avec toutes les distorsions que ça implique. Résultat des courses, voici ce que le bureau d'études, les ingénieurs, ont finalement pondu. Une balançoire complètement bloquée par le tronc d'arbre. C'est absurde, c'est comique, mais c'est surtout très réaliste. C'est exactement le décalage qui se produit quand une idée passe dans un service qui parle un tout autre langage. Et attention, voici la chute. Ce dont le client avait vraiment besoin depuis le tout début, c'était ça, un simple pneu accroché à une corde. Pas besoin d'en faire des tonnes. Cette petite blague, elle tape vraiment dans le mille. Elle illustre parfaitement le cœur de notre sujet aujourd'hui, ces immenses failles de communication qu'on subit tous les jours, au boulot comme dans la vie. Alors, bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment notre cerveau traite l'information, comment on interagit et surtout comment on réagit face à la nouveauté. C'est un sujet absolument fascinant parce que ça touche vraiment à l'essence même de toutes nos relations et de notre façon de travailler ensemble. Pour bien structurer tout ça, voici notre plan de match. D'abord, on va aborder l'illusion de la communication, ensuite la mécanique du message, puis le pouvoir de l'écoute active, la psychologie du changement et on finira par la fameuse courbe du changement. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'illusion de la communication. La difficulté même de la perception, elle saute aux yeux avec cette illusion d'optique ultra connue. En observant bien, certains vont voir tout de suite une jeune femme qui détourne le regard. Mais d'autres percevront instantanément le profil d'une femme beaucoup plus âgée avec le menton baissé. Le truc d'indice, c'est que 2 personnes peuvent regarder exactement la même chose, entendre exactement le même message et percevoir des réalités mais totalement différentes. Et franchement, ça ne s'arrange pas quand on se met à parler. Si on observe cette dégradation étape par étape, ça donne le vertige. Entre ce qu'on veut dire à la première étape et ce qui est finalement restitué tout à la fin à l'étape 6, la déperdition d'informations est colossale. Ce qu'on dit, ce qui est entendu, compris, puis retenu, ça fond comme neige au soleil à chaque étape. On part avec une intention à 100% et à l'arrivée, il ne reste souvent qu'une toute petite miette du message d'origine. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la mécanique d'un message. Alors là, c'est le moment d'être très attentif, parce que la règle de Merabia nous montre un truc incroyable. En général, on passe un temps fou à choisir nos mots. Et pourtant, les mots eux-mêmes ne pèsent que pour 7% du contenu d'une communication face à face. Seulement 7%. L'intonation de la voix, c'est 38%. Et l'expression du visage, le langage corporel, 55%. En clair, près de 90% de notre communication est entièrement non-verbale. Notre corps crie littéralement ce qu'on pense. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, l'émetteur et le récepteur ont tous les deux ce qu'on appelle des filtres cognitifs. Ce sont des sortes de barrières, conscientes ou pas, qui agissent comme une passoire dans notre cerveau. Ces filtres vont déformer, modeler ou même bloquer complètement les informations juste à cause de notre vécu, de nos préjugés, ou même simplement parce qu'on est fatigué. Bref, le message pur et parfait, c'est quasiment un mythe. Du coup, comment on fait? C'est notre troisième point, le pouvoir de l'écoute active. La vraie parade à tous ces blocages, c'est l'écoute active. Mais attention, ça demande une vraie rigueur. Il faut absolument mettre de côté tout jugement de valeur, il faut accepter la personne en face exactement telle qu'elle est, garder une attention maximale, ne jamais l'interrompre et surtout reformuler ses propos pour être sûr à 100% d'avoir bien compris. Le vrai défi ici, c'est d'arriver à mettre ses propres filtres sur pause, juste le temps de plonger vraiment dans la réalité de l'autre. Ce qui nous propulse vers notre quatrième partie, la psychologie du changement. Quand les choses changent au travail, la résistance s'organise. Et pour comprendre ça, rien ne vaut la bonne vieille pyramide de Maslow. On a tous ses besoins bien classés, de la survie de base jusqu'au besoin de s'accomplir. Et quand on annonce un changement structurel soudain, ce n'est jamais perçu comme une simple évolution de méthode. Pas du tout. Le cerveau le perçoit comme une menace directe à notre sécurité fondamentale et à notre identité professionnelle. C'est un vrai petit séisme intérieur. Et face à cette menace, bam, les résistances psychologiques s'activent. D'abord, on a le mécanisme des ancrages. Devant l'inconnu, c'est humain, on se réfugie dans nos bonnes vieilles habitudes, ce qu'on maîtrise. Ensuite, il y a la loi de la reconnaissance. On a tous un besoin viscéral d'être valorisé pour ce qu'on sait déjà faire, et on déteste l'idée d'être jugé sur des compétences qu'on n'a pas encore acquises. Et puis, bien sûr, les peurs refoulées remontent à la surface. Notre esprit devient super créatif pour imaginer le pire des scénarios d'échec au lieu de visualiser une réussite future. Alors, comment on gère tout ça? 5e et dernière étape, naviguer sur la courbe du changement. Pour vraiment accepter une nouvelle réalité, chaque être humain doit obligatoirement traverser cette fameuse courbe du changement. C'est un cheminement universel en 4 grandes étapes.
Le doute qui frappe dans les premiers jours, le bilan très émotionnel qui dure des semaines, la construction d'un projet où on commence à se projeter sur plusieurs mois, et finalement le plan d'action concret qui va se déployer sur des années. C'est incontournable. Si on regarde de plus près le tout début de cette courbe, quand la perturbation est annoncée, la première réaction, c'est l'effondrement total de l'énergie individuelle. Le tout premier visage de la résistance, c'est le déni. On se dit « mais non, c'est pas vrai » ou « ça ne marchera jamais ». Et en fait, c'est juste un bouclier psychologique immédiat. C'est un réflexe pour rejeter la nouveauté en bloc et protéger l'équilibre qu'on a déjà. Mais bon, le déni, ça ne dure qu'un temps. Quand la réalité s'impose, bouh, on passe à la colère. On est forcé de changer et ça déclenche un refus super agressif, très émotionnel. C'est le fameux « c'était mieux avant » ou « hors de question que j'applique ça ». Il est vraiment crucial de comprendre que ce n'est pas de la mauvaise volonté, pas du tout. C'est une défense farouche et instinctive de quelqu'un qui a peur de perdre tous ses repères. Et une fois la colère passée, on arrive dans la zone du bilan. C'est là que la peur prend le relais. Et si je me plantais complètement ? C'est vraiment le point de bascule de toute cette courbe. C'est à ce moment précis que la personne est ultra vulnérable et c'est là qu'elle a cruellement besoin de cette écoute active dont on parlait tout à l'heure. Sans empathie et sans accompagnement à ce stade, impossible de reconstruire la confiance et d'envisager un avenir positif. Ce qui nous amène à l'avertissement majeur de cette analyse. Attention au redoutable syndrome du saut de Tarzan. C'est l'erreur classique. Cette envie désastreuse de sauter directement de l'annonce du changement au plan d'action, d'un seul coup de liane. C'est une erreur fatale. Si on court-circuite la phase de deuil psychologique, le doute et le bilan ont garanti un niveau de résistance maximale. Résultat, le projet va droit dans le mur. On ne peut tout simplement pas tricher avec le temps émotionnel humain. Et pour conclure tout ça, prenons juste un instant pour y réfléchir à titre un peu plus personnel. Avec tous les bouleversements qui nous attendent inévitablement dans nos carrières, comment est-ce qu'on peut, chacun d'entre nous, réussir à identifier nos propres ancrages et nos filtres cachés ? Parce que finalement, apprendre à mieux se connaître, c'est s'offrir la chance de vivre notre prochaine grande transition avec beaucoup plus de sérénité. Merci d'avoir suivi cette exploration et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.